Hello, rebonjour chers étudiants. Donc nous voici dans les exercices proprement dits. Et le premier ici va nous permettre de déterminer si on est dans un cadre relativiste ou non. Donc 1. Exprimer V en fonction du facteur gamma. Et 2. Si l'on considère que l'on peut être dans un cadre non relativiste lorsque l'erreur commise est inférieure ou égale à 1%, quelles sont alors les vitesses que l'on peut considérer comme non relativistes? Exprimer la réponse en pourcentage de C. Voilà. Question claire et nette, comme clarinette, j'ai envie de dire, mais bon, c'est pas un très bon jeu de mots. Et donc, c'est à vous de jouer. À tout à l'heure pour la solution, on fera ça ensemble. Mais allez jusqu'au bout, hein. Échinez-vous à la solution. Bon, il n'y a pas beaucoup à s'échiner ici, je pense que c'est simple. Allons-y donc pour la solution de cet exercice. Donc, on nous demande d'exprimer V en fonction du facteur gamma. Eh bien, gamma, c'est 1 sur racine de 1 moins V sur C au carré. D'accord? Donc la première chose qu'il faut faire, c'est se débarrasser de cette racine carrée. Donc on va voir que gamma carré est égal à 1 sur 1 moins V sur C au carré. Ok. Ce qui veut dire maintenant que je peux faire un mini produit en croix. Imaginons là que j'ai le 1, je fais mon produit en croix. Ça veut dire que gamma carré fois 1 moins V sur C au carré sera égal à 1. Ou encore que moins gamma carré fois V carré sur C carré sera égal, alors c'est la partie là, hein, c'est la partie ici de droite que je viens de faire. Si je développe la partie de gauche avec lui, ça va faire gamma carré que je fais passer à gauche, pardon, gamma carré qui est à gauche que je fais passer à droite, donc ça va me faire 1 moins gamma carré. Et je veux trouver V. Donc, pour trouver V carré, qu'est-ce que je dois faire ici? Ben, je dois multiplier par C carré et diviser par moins gamma carré. Donc ça veut dire que ça va faire 1 moins gamma carré divisé par moins gamma carré fois C carré. Et donc pour trouver V, je prends la racine carrée de ça. Alors, sachant que là, je vais remettre des plus, ça veut dire que je vais faire gamma carré moins 1 sur gamma carré fois C carré. Et je prends la racine carrée de tout ça. Donc voilà ce que j'ai. Alors, remarquez que le C carré, j'étais pas obligé de le faire rentrer dans la racine. Je pouvais le laisser très simplement à l'extérieur. Et donc juste avoir ceci. Fois C. Voilà. Alors, on me dit alors, deuxièmement, donc ça c'est le petit 1, j'ai exprimé V en fonction du reste. Petit 2, on me dit alors, si je considère que l'on peut être dans un cadre non relativiste lorsque l'erreur commise est inférieure ou égale à 1%, quelles sont les vitesses que l'on peut considérer comme non relativistes en pourcentage de C? Bon, eh bien, si je veux calculer l'erreur avec 1%, ça veut dire que gamma pourra valoir au maximum 1,01. Et donc je dois calculer le facteur qui est là, d'accord, pour un gamma qui serait de 1,01 à la place de 1. Ok? Donc c'est un petit calcul à faire à la machine à calculer qui consiste à mettre 1,01 au carré moins 1 divisé par 1,01 et exprimer ça en pourcentage. Et donc on aura une vitesse non relativiste en pourcentage de C. Voilà. Voilà, j'ai fait mon petit calcul et j'arrive ici à 14%. Ok? Donc, je trouve que V est environ égal à 14% de la vitesse de la lumière. Donc en dessous de cette vitesse, en dessous de 14% de C, si on considère qu'une erreur de 1% est négligeable, on peut considérer l'objet comme non relativiste. Voilà. Et ceci termine ce premier exercice de méthode. J'espère que tout cela est bien clair. Oh, c'était pas si compliqué, hein. La première partie était la plus grosse, avec le développement de V en fonction de C. Voilà. Après, pour calculer l'erreur, c'était très simple. Voilà, voilà. Allez, on se voit pour le numéro 2. À tout de suite. Alors ici, là, c'est bien, ça devient comique, on va effectuer un voyage spatial. Donc, à l'instant t0 égale 0, un engin spatial lent, voyageur 1,
quitte la Terre à la vitesse v est égale à 15 km par seconde. À l'instant t1, qui est égal à 200 ans, mesuré avec une horloge terrestre, le vaisseau Starship quitte la Terre dans la même direction que Voyageur 1, sa vitesse étant grand V égale 0,45 fois c. La rencontre des deux engins a lieu à la date t2 selon l'horloge terrestre. Question. L'intervalle de temps entre la date t0 et la date t1 est-elle une durée propre? Justifié. 2. Quelle est l'indication de l'horloge de Voyageur lorsque l'horloge terrestre indique t1? 3. De quelle distance Voyageur s'est-il éloigné de la Terre à cette date? Exprimez le résultat en unité astronomique, sachant qu'une unité astronomique c'est 150 fois 10 exposant 6 km. Quatrièmement, l'intervalle de temps entre T1 et T2 est-il une durée propre? Justifié. Cinquièmement, dans le référentiel terrestre, quelle est la durée de la poursuite? On négligera la distance parcourue par Voyageur pendant cette durée, et on vérifiera que cette approximation est tout à fait acceptable. Enfin 6. Quelle est l'indication de l'horloge Starship lorsque Voyageur est rattrapé? Voilà. Oh, c'est amusant celui-ci, hein? Vous ne trouvez pas? Allez à l'attaque! Emparez-vous de cet exercice et trouvez-en la bonne solution. À tout à l'heure pour la correction. Ok, allons-y donc pour la correction de cet exercice, le voyage spatial. Donc question 1. L'intervalle de temps entre la date T0 et la date T1 est-il une durée propre? Justifié. Eh bien oui, c'est une durée propre, car les deux décollages, donc celui de Voyageur et celui de Starship, ont lieu au même endroit, c'est la Terre. D'accord? Donc c'est une durée propre. Donc réponse est oui. 2. Quelle est l'indication de l'horloge de Voyageur lorsque l'horloge terrestre indique T1? Ok? Eh bien, la V, c'est égal à 15 km par seconde pour Voyageur. C'est un engin spatial lent. D'accord? On est en dessous des fameux 13% de la vitesse de la lumière dont on parlait dans l'exercice 1. Donc il est inutile de faire le calcul, les effets relativistes sont nuls. Et donc l'horloge de Voyageur, elle indique également T1, c'est-à-dire qu'elle indique également 200 ans. Ok? Donc 200 ans également, il n'y a pas d'effet relativiste. Troisièmement, de quelle distance Voyageur s'est-il éloigné de la Terre à cette date? Exprimez le résultat en unité astronomique. Bon, c'est pas compliqué. Une distance, c'est une vitesse fois un temps. D'accord? La vitesse, c'est 15 km par seconde. Le temps, c'est 200 ans. Donc c'est 200 ans fois 365,25 jours fois 24 heures fois 3600 secondes. Ce qui nous fait, en faisant le calcul à la machine, 9,47 fois 10 exposant 10 km. J'ai bien des kilomètres ici parce que j'avais laissé des kilomètres par heure. Voilà, c'est des kilomètres. Donc, pour moi avoir les unités atomiques, il faut que je divise le résultat par 150, 10 exposant 6, ce qui fait encore 631 unités atomiques. Voilà. Ok. Alors, l'intervalle de temps entre T1 et T2 est-il une durée propre? Justifié. Eh bien non, cette fois-ci, ce n'est pas une durée propre. Pourquoi? C'est pas une durée propre, parce que T1 coïncide avec un décollage de la Terre, et T2 correspond à la rencontre des deux engins, quelque part en dehors de la Terre. D'accord? Donc même si T2 est mesuré sur le référentiel terrestre, par rapport à l'horloge terrestre, pardon, d'accord, l'endroit où les deux engins se rencontrent, ça n'est plus sur la Terre. D'accord? Donc le référentiel n'est pas le même. Donc ce n'est pas une durée propre. Donc je résume, cet intervalle n'est pas une durée propre car les deux événements, départ de Starship et interception du voyageur par Starship, ne se passent pas au même endroit dans le référentiel dans lequel T0 et T2 sont mesurés. Voilà. Alors, cinquième question. Dans le référentiel terrestre, quelle est la durée de la poursuite?
on négligera la distance parcourue par voyageur pendant cette durée et on vérifiera que cette approximation est tout à fait acceptable. Alors, la durée de la poursuite, c'est delta t, qui est égal à la distance parcourue, divisé par la vitesse de Starship. D'accord? En négligeant la vitesse de voyageur. Donc, on divise par la vitesse de Starship, c'est-à-dire qu'on a d divisé par v. Alors, d, c'était 9,47 10 exposant 10 km, divisé par v, qui est égal à 0,45c. Attention, quand on écrit ça, il faudra bien mettre c dans les bonnes unités, d'accord? Parce que d'habitude, on les donne en mètres par seconde. Oui, ici, il faudra se placer au moins en kilomètres par seconde pour être en accord avec le fait que j'ai des kilomètres ici. Bon, donc si on fait bien tout ça, et qu'on convertit bien, on trouve que ça fait 7,01 10 exposant 5 secondes. Et donc, si je divise ça par 86 400 secondes, qui est le nombre de secondes dans un jour, eh bien, j'ai environ 8 jours. Ok? Donc, la distance parcourue par voyageur pendant 8 jours, elle, bien, elle est évidemment tout à fait négligeable comparée à celle qu'elle avait parcourue pendant 200 ans. Donc, effectivement, négliger la vitesse de voyageur n'était pas une erreur, d'accord? Un voyageur n'avait pas voyagé beaucoup durant ces 8 jours. Ok. Sixièmement, quelle est l'indication de l'horloge de Starship lorsque voyageur est rattrapé? Bon, eh bien pour savoir ça, que faut-il faire? Il faut calculer la durée propre de la poursuite liée au référentiel de Starship. D'accord? Alors, quelle est-elle? Eh bien, il faut calculer gamma. Gamma pour Starship, ça veut dire que ça va être égal à 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré, ce qui fait 1 sur la racine carrée de 1 moins 0,45c au carré sur c carré. Voilà. Alors, vous faites ça à la machine à calculer. Alors, on voit que le c au carré ici au numérateur, avec le c carré là du dénominateur, s'élimine. Donc, il nous reste 1 moins 0,45 au carré, dont je prends la racine, et puis je dois faire 1 sur x. Eh bien, si vous faites ça à la machine à calculer, vous trouvez que ça vaut 1,12. Ok? Et donc, la durée propre de la poursuite liée au référentiel de Starship est 1,12 fois plus courte. D'accord? Donc, le delta t, ici, hop, le delta t pour Starship, ce sera égal à 7,01 10 exposant 5 divisé par 1,12. Et si je fais ça à la machine à calculer, je trouve 6,26 fois 10 exposant 5 secondes. Et ce sera donc ce que l'horloge de Starship indiquera lorsque le voyageur est rattrapé. Voilà, ça va? C'est ok? Vous commencez à vous y faire à ce cadre relativiste? Ah, c'est un peu spécial, hein, je vous l'accorde. Bon, et bien voilà, ça termine cet exercice de numéro 2. Et on se voit tout de suite pour le prochain alors. Alors, dans cet exercice 3, c'est la détection des muons au niveau du sol. Donc ça ressemble très fort, ça déjà du titre, à l'exercice de méthode qu'on avait fait. J'espère que vous en rappelez, ça va vous aider probablement. Donc les muons sont des particules élémentaires voisines de l'électron, mais beaucoup plus massives. Ceux qui sont observés au niveau du sol sont créés dans la haute atmosphère à 20 km d'altitude, lors de la collision de protons, appartenant au rayonnement cosmique, avec les noyaux des atomes de l'atmosphère. Voir figure 1, bon, je ne vous l'ai pas mise. Ces muons voyagent à une vitesse de valeur très élevée. V est égal à 0,9997c. Pour un observateur terrestre, 67 microsecondes sont nécessaires aux muons pour traverser l'atmosphère et atteindre le sol. Or, les muons sont très instables. Et diverses expériences ont montré que leur durée de vie propre n'est que ΔT0 égale à 2,2 microsecondes.
Cette durée de vie est donc a priori insuffisante pour leur permettre d'atteindre la surface de la Terre. Pourtant, des muons sont effectivement détectés au niveau du sol. Cette apparente contradiction s'explique par la dilatation des durées dans le cadre de la théorie de la relativité restreinte. En effet, la durée de vie des muons, ΔT, mesurée sur Terre, et la durée de vie propre des muons, ΔT0, qui se déplacent par rapport à la Terre ont des valeurs différentes. Ces deux durées sont liées par la relation de dilatation des durées. ΔT est égal à gamma fois ΔT0, avec gamma qui est donné ici. 3.1. Question. Expliquez pourquoi les muons sont des particules relativistes. 3.2. Expliquez par un raisonnement quantitatif, donc il faudra donner les arguments de calcul, pourquoi des muons issus des rayons cosmiques peuvent être absorbés au niveau du sol terrestre. Voilà. Belle question. C'est une belle question. Et c'est par l'observation de ces muons qu'on a pu effectivement déterminer que la théorie de la relativité restreinte était valable. Voilà. Mais écoutez, c'est à vous. Arrêtez la vidéo, papier, crayon, et en avant, foncez. Foncez jusqu'à la fin de la résolution. À tout à l'heure pour la correction. Voici donc la résolution de cet exercice 3. Alors, on fait la sous-question 1. Expliquez pourquoi les muons sont des particules relativistes. Eh bien, si vous regardez bien dans le texte, on vous dit que ces particules voyagent à une vitesse de valeur très élevée. V est égal à 0,9999997 c. Ok? Vitesse très proche de la vitesse de la lumière. Ok? Donc, puisqu'ils possèdent une vitesse très proche de c, eh bien, ce sont des particules relativistes. Deuxième question. Expliquez par un raisonnement quantitatif pourquoi des muons issus des rayons cosmiques peuvent être observés au niveau du sol terrestre. Alors, si on considère leur vitesse, d'accord, de ces fameux muons, qui est de 0,9997 c, eh bien, ça correspond à un gamma qui sera égal à 1 sur la racine carrée de 1 moins v carré sur c carré, qui, en calculant la machine à calculer, me donne 41, à peu près. Ok? Donc, la durée de vie d'un muon dans le référentiel terrestre est donc 41 fois plus grande que la durée de vie propre. Ok? Donc, on aura que ΔT dans le référentiel terrestre, que je vais indiquer ainsi, ce sera 41 fois la durée de vie propre du muon. C'est donc 41 fois 2,2 microsecondes, donc 10 moins 6. Ce qui fait 90 microsecondes. Ok. Alors, on nous dit dans le texte que pour un observateur terrestre, 67 microsecondes sont nécessaires au muon pour traverser l'atmosphère et atteindre le sol. Eh bien, le temps qu'on vient de calculer, 90 microsecondes, qui est le temps de vie de ces muons dans le référentiel propre, eh bien, dans le référentiel par rapport à la Terre, pardon, cette durée de vie est bien supérieure aux 67 microsecondes nécessaires pour que les muons atteignent la surface de la Terre. Et donc, il n'y a pas de problème. Ces muons peuvent bien arriver jusqu'au sol, où ils seront détectés. Voilà. Ça va? C'était pas aussi compliqué qu'il n'y paraissait. Allez, à bientôt. Je vous attends là pour la suite, pour l'exercice 4 tout à l'heure. Voici donc le quatrième exercice qui concerne des collisions au LHC. Waouh. Voilà. Donc, document 1, le boson de Higgs. Donc, on va vous parler ici de différentes choses qui se sont passées au CERN, Centre européen de recherche nucléaire. Ok. Le LHC, c'est ce qu'on appelle le Large Hadron Collider, ici, ou le grand collisionneur de hadrons. Ok. Alors c'est un exercice de type bac qui concerne effectivement les effets relativistes. Alors, une partie en tout cas concerne ça, celle qu'on va considérer ici. Donc je ne vais pas le lire avec vous, celui-ci. Rappelez-vous que comme tout exercice de type bac, eh bien, il faut passer rapidement dans les documents pour prendre connaissance des informations qui y sont et pouvoir les situer
hein, par rapport aux questions qui seront posées par après. Donc, je vous laisse lire ça tranquillement. Voici collision au LHC, c'est la première page. Elle est continuée par celle-ci, un deuxième document sur le LHC, un troisième document qui parle de la vitesse et de l'énergie dans le LHC. Enfin, après, il y a une suite de données, ici, et on arrive enfin là dans les questions. Ok? Voilà. Eh bien écoutez, en faisant machine avant, machine arrière dans les vidéos, lisez ça convenablement, tranquille, faites une pause sur la page adéquate, répondez, et puis on se voit après pour la solution. À tout à l'heure, bon courage! Alors, dans ce 5e exercice, on s'intéresse à la précision des mesures d'un GPS. Alors, le nom officiel du GPS, Global Positioning System, est originellement Navstar, Navigation System by Timing and Ranging. Il fut imaginé et mis au point par le département de la défense américaine, qui envoya dans l'espace la première génération de satellites à partir de 1978. Depuis lors, celui-ci a largement fait ses preuves et le système GPS actuel comporte une trentaine de satellites en orbite quasi circulaire, faisant inlassablement 2 révolutions par jour autour de la Terre. Voici l'allure des orbites des satellites GPS. Ici. Données, vous avez toute une série de données, dont la célérité de la lumière, l'altitude moyenne des satellites, la masse, le rayon de la Terre, constante de gravitation universelle, et un octet en bits, combien ça fait. Alors, le principe de la localisation est le suivant. On peut déterminer la position d'un point à partir de sa distance à d'autres points. Par exemple, supposons que nous soyons perdus quelque part en France. Si nous passons devant un panneau indiquant que Paris est à 150 km sans en donner la direction, nous sommes situés quelque part sur un cercle situé sur Paris et de rayon 150 km. Si par ailleurs un autre panneau nous indique Orléans 230 km, nous sommes sur un cercle centré sur Orléans et de rayon 230. Il suffit donc de tracer ces deux cercles et de voir où ils se coupent. Généralement, ils se coupent en 2 points. Dieppe et Sainte-Menehould dans notre exemple. Et nous avons donc besoin d'une troisième indication afin d'éliminer l'un des 2 points. Alors, mesure de la distance satellite-récepteur. Un satellite GPS envoie très régulièrement un signal électromagnétique indiquant l'heure de l'émission du signal de manière très précise, ainsi que les informations sur la position du satellite. Le récepteur n'a plus qu'à comparer l'heure de réception à celle de l'émission pour calculer le temps de parcours du signal et en déduire la distance le séparant du satellite. Pour bénéficier d'une précision de 10 mètres dans sa direction de propagation, dans la direction de propagation du signal électromagnétique, envoyé par un satellite GPS, le récepteur GPS doit mesurer la durée du trajet de ce signal avec une précision d'environ 30 nanosecondes, ce qui est très, très petit. Cette précision extrême nécessite de prendre en compte des effets relativistes, et la non prise en compte de ces effets entraînerait une avance des horloges des satellites sur les horloges terrestres d'environ 38 microsecondes par jour. Alors, quelles sont les caractéristiques du signal GPS? Les informations sont envoyées par le satellite sous la forme d'un signal binaire avec un débit très faible, 50 bits par seconde. Dans la pratique, le GPS garde en mémoire les paramètres de calcul de position reçus avant son dernier arrêt et reprend par défaut ces paramètres. Lors de sa mise en marche, point. Ainsi, la mise à jour est d'autant plus rapide qu'on utilise son GPS fréquemment. En réalité, le récepteur GPS reçoit en permanence des informations de plusieurs satellites, sur une même fréquence. Pour distinguer les satellites les uns des autres, on a attribué à chacun un code, appelé code C1, qui se présente sous la forme de séquences binaires répétées de 1 et de 0. Le message GPS est superposé à ce code, et lors de la réception du message, le récepteur pourra, grâce au code, identifier le satellite source et traduire le signal pour en connaître le message. La superposition du code C1 et du message consiste simplement à inverser les 0 et les 1 du code lorsque le bit du message vaut 1 et à ne pas les modifier lorsque le bit du message vaut 0.
Un exemple de signal reçu par le GPS est présenté en annexe 2. Voilà. Alors, je ne vous l'ai pas mis cette année. Alors, voici la solution du numéro 4, collision au LHC. Alors, première sous-question. À propos du boson de Higgs, la question était, pour 1,1, en quoi l'observation du boson de Higgs permet-elle de compléter la théorie du modèle standard? Bon, là, il faut lire attentivement les documents, et vous trouverez dans ces documents que le boson de Higgs avait été prédit par le modèle standard sans encore avoir été observé. Il permet d'expliquer pourquoi la plupart des particules élémentaires ont une masse. Ok? C'est important ça. Voilà, donc ça c'est la réponse à la question 1.1. Allons-y pour la 1.2. À quelle période de l'univers l'observation du boson de Higgs nous ramène-t-elle? Bon, de nouveau, là, vous devez aller dans les documents, regarder attentivement. Et la réponse est 10-10 secondes après le Big Bang. Ok? Voilà, donc, je vous l'écris, 10-10 secondes après le Big Bang. C'est-à-dire cette énorme explosion qui a donné naissance à tout le reste, si on peut appeler ça une explosion. Deuxièmement, apport de la relativité restreinte. Dans le cadre de la mécanique dite relativiste, l'énergie cinétique d'un proton vaut EC, c'est ce qui est indiqué sur la feuille, je le renote simplement ici. EC, c'est gamma-1 fois m p fois c carré. Question 1 de cette partie 2. Si la vitesse v d'un proton tend vers la célérité de la lumière, vers quelle limite tend son énergie cinétique? Alors, que puis-je répondre à ça? Eh bien, quand v est inversé, ce qu'on a, c'est que gamma tend vers l'infini. On en a déjà parlé plusieurs fois. Et si gamma tend vers l'infini, je vais voir que l'énergie cinétique qui est ici va tendre vers l'infini moins 1, qui est toujours l'infini, fois un nombre positif. C'est donc l'infini. Et donc l'énergie cinétique va tendre vers plus l'infini également. Voilà, voilà. 2.2. Vérifiez que l'énergie cinétique EC d'un proton a été multipliée dans les proportions indiquées dans le guide du LHC. Alors, l'énergie cinétique du proton, on va l'écrire énergie cinétique 1, divisé par l'énergie cinétique 0, ce sera quoi? Eh bien, d'après ce qui est écrit juste là au-dessus, ce sera gamma 1 mp fois c, divisé par gamma 0 mp fois c. Ça, c'est le rapport des énergies cinétiques. Ok? Et on se rend compte que la masse du proton fois la vitesse de la lumière se simplifie en haut et en bas. Donc il nous reste ici un rapport entre deux racines carrées, c'est-à-dire ici, si j'écris 1 sur gamma 0, ça va faire 1 sur la racine carrée de... Si j'écris gamma 1, pardon, c'est 1 sur la racine carrée de 1 moins V1 au carré sur C au carré. Et divisé par gamma 0, ça veut dire qu'ici, je vais multiplier par la racine au numérateur. 1 moins V0 au carré sur C carré. Ok? Alors, je peux mettre tout ça sur C carré. Ce qui va me donner, au numérateur, je vais avoir la racine carrée de C carré moins V0 au carré sur C carré. Et au dénominateur, pardon, C au carré, au dénominateur, je vais avoir que c'est égal à la racine carrée de C carré moins V1 au carré sur C carré. Alors, j'ai une fraction dans une racine carrée divisée par une fraction dans une racine carrée. Eh bien, je peux diviser la première fraction par l'inverse de la deuxième. Donc ça va me faire finalement racine de C carré moins V0 au carré sur C carré fois la racine carrée de C carré sur C carré moins V1 au carré. Alors cette partie-là et cette partie-là
se simplifie, et il me reste au final la racine carrée de C carré moins V0 carré sur C carré moins V1 au carré. Voilà ce que j'ai pour le rapport des énergies cinétiques. C'est-à-dire que c'est égal à quoi? Eh bien, il faut remplacer maintenant. Donc, si je divise tout par les C carrés, je vais avoir 1 moins, alors la vitesse que ces protons avaient initialement, c'est-à-dire 0,9999, combien de 9 dans l'histoire? 5 si je ne m'abuse, et puis on a 7,828 au carré, divisé par 1 moins, alors là j'ai que des 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et un 1 au bout, dont je vais prendre la racine carrée. Voilà. Eh bien, ce rapport, si je le calcule, ça vaut environ 15,5. D'accord? Donc l'énergie cinétique a donc bien été multipliée par environ 15. Ça, c'est à peu près 15. Donc c'est en accord avec le guide du LHC. Ok? Alors, que puis-je dire d'autre? Oui, une petite remarque. Pour calculer ce rapport, on peut aussi calculer les énergies EC0 et EC1. On trouve que EC0, c'est 450 gigaélectronvolts, d'accord? Ce qui fait 450 fois 1,5 10 moins 10 joules, ce qui fait 7,20 10 moins 8 joules. Et puis on calcule l'énergie cinétique en 1 en faisant un autre petit calcul, et on trouve 1,12 10 exposant 6 joules. Et puis en faisant le rapport des deux, on trouve la même chose. Bon, voilà, c'est juste à savoir au cas où. Hein, je ne vous le fais pas dans le détail. Question 2-3 alors. Donc là, on était en 2-1, 2-2, on arrive en 2-3. Que nous veut-on? L'énergie totale d'un proton est égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie de masse au repos. Donnez l'expression de l'énergie totale d'un proton. Vérifiez numériquement que l'énergie totale d'un proton du LHC est pratiquement égale à son énergie cinétique. Bon, eh bien l'énergie totale d'un proton sera donc égale à mp fois c carré plus gamma moins 1 fois mp fois c carré. Alors, le moins 1 ici, ça fait moins mp fois c carré qui s'additionne à celui-là. D'accord? Donc en fait, ils se suppriment l'un et l'autre. Donc il me reste gamma mp c carré. Voilà. À la vitesse v0, gamma vaut environ 480. Donc à la vitesse v0, on n'a que gamma qui est égal à 1 sur la racine carrée de 1 moins v0 sur c au carré, c'est environ 480. Ok? Donc gamma moins 1, ça fait 480 moins 1, ça fait 479, bref, c'est à peu près égal à gamma. D'accord? Et donc, quand déduis-je ça? Ben, j'en déduis donc que l'énergie cinétique est très semblable à l'énergie totale, E. Ok? Et cette énergie cinétique, si vous la calculez, c'est égal à 450 gigaélectronvolts. D'accord? Il suffit de calculer, hein, c'est ici. C'est là-dedans. Voilà. Et donc, l'énergie de masse, elle, vaut essentiellement 0,9 gigaélectronvolts. Bon. Voilà. Donc ça termine cet exercice, cette partie 2-3. Alors, en 3, on a une manipulation à haute énergie. Donc on peut assimiler l'énergie de collision entre deux protons, collision,
à la somme des énergies cinétiques des deux protons lancés à pleine vitesse en sens inverse. On doit obtenir au LHC une énergie de collision de 14 téraélectronvolts, considérée comme phénoménale. 3.1. Question. Vérifiez que l'énergie de collision entre deux protons lancés à pleine énergie en sens opposé, vaut effectivement cette énergie de collision de 14,0 téraélectronvolts. Bon, eh bien, à pleine vitesse, c'est-à-dire V1, gamma 1 sera égal à 7,45 10 exposant 3, ce qui est énorme. D'accord? Donc, l'énergie cinétique en 1 sera égale à gamma 1 fois la masse du proton fois c carré, ce qui fera, eh bien, quand vous faites le calcul, ça arrive à 1,12 10-6 joules. Voilà l'énergie cinétique en 1. Ok? Donc, si maintenant je fais le calcul de l'énergie de collision, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, l'énergie de collision, ça a été bien expliqué, je vais l'écrire colle, c'est 2 fois l'énergie cinétique en 1, puisqu'il y a un proton qui arrive dans un sens et l'autre qui arrive dans l'autre sens. Donc, finalement, l'énergie de collision, c'est 2 fois l'énergie dans un sens. Ce qui fera donc 2,24 fois 10-6 joules. Alors, de là, comment arriver à des électronvolts? Eh bien, pour arriver à des électronvolts lorsque j'ai des joules, ce que je dois faire, c'est simplement diviser par 1,6 10-19, d'accord? 1,6 10-19, ça c'est pour arriver à des électronvolts, et puisque je veux arriver à des téraélectronvolts, il faut encore que je multiplie ceci par 10 exposant 12, parce que téra c'est 10 exposant 12. Voilà, et donc si je fais ça, tac, j'obtiens cette fois-là quelque chose qui vaut 14,0 téraélectronvolts. Et donc on est bien en accord avec l'énergie collision qu'il faut au LHC. Ok. Sous question 2 de ce numéro 3, chaque proton lancé à vitesse maximale possède une énergie totale de 7 téraélectronvolts. Oui, c'est la moitié de ce qu'on vient de calculer. Comparez l'énergie de l'ensemble des protons circulant simultanément dans le LHC avec l'énergie cinétique d'une rame de TGV lancée à pleine vitesse. On vous dit le candidat sera amené à proposer un ordre de grandeur de la vitesse d'un TGV. Puis commenter le résultat obtenu. Bon. Alors, le nombre de protons circulant en même temps, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 2808 fois 110 10 exposant 9. Ce qui fait 3,1 10 exposant 14. Voilà le nombre de protons circulant en même temps. Pour ceux qui sont étonnés par ce que je viens d'écrire, revoyez bien le document 3. D'accord? On y indique, en permanence, il circule 2808 paquets contenant chacun 110 milliards de protons, générant jusqu'à 600 millions de collisions par seconde. Bref, on a 2808 paquets, d'accord, avec chacun 110 milliards. Donc ça fait le nombre que j'ai obtenu là. Très bien. Alors, qu'aura-t-on donc pour énergie cinétique totale? Eh bien, on aura que l'énergie cinétique totale, que je vais écrire ainsi, sera égale à ce nombre, 3,1 10 exposant 14, fois l'énergie de chaque proton, qui est de 7,0 téraélectronvolts. Ok? Donc ça nous fera un total de 2,2 fois 10 exposant... Alors, 10 exposant 15 téraélectronvolts. Voilà. C'est pas mal. Ce qui fait aussi, si on veut réexprimer ça en joules, ça nous fera 3,5 10 exposant 8 joules. Zoom. Voilà. Alors, qu'en est-il maintenant pour un TGV?
Alors si je fais maintenant l'énergie cinétique d'un TGV, comment vais-je le calculer? Eh bien, à pleine vitesse, on va dire qu'à pleine vitesse, un TGV, ça a une vitesse V de 300 km/h. D'accord? Ça va jamais à fond comme les 500 qui font en démonstration, donc c'est 300 km/h. 300 km/h, c'est de l'ordre de 80 mètres par seconde. Ok. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Donc l'ordre de grandeur ici, puisqu'on nous demande un ordre de grandeur, c'est du genre 10 exposant 2 mètres par seconde. Pour calculer l'énergie cinétique, j'ai encore besoin d'une masse, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais prendre comme masse pour un TGV? Eh bien, on va se donner une masse alors de 440 tonnes, 444 tonnes, oui, c'est à peu près ça. Pouf. Donc si je calcule l'énergie cinétique de ce TGV, ce sera combien? Ce sera 1 demi mv carré, ce qui veut dire 1 demi de 444 fois 10 exposant 3 kg, ok, fois la vitesse, qui est de 80 mètres par seconde au carré, ce qui me fait un total de 1,4 10 exposant 9 joules. Ok? Donc, ce que je vois en comparant ces deux-là, en comparant ces deux grandeurs, c'est que 3,5, en fait, c'est 4 fois plus petit que 1,4 10 exposant 9. Donc ici, il y a un rapport de 4 entre les deux. Donc lorsque je vais de celui-là à celui-là, c'est x4. Ok? Donc, l'énergie cinétique des protons est seulement 4 fois plus petite, alors que leur masse totale n'est que de 0,5 nanogrammes, contre les 444 tonnes du TGV. Il s'agit donc d'une énergie cinétique absolument colossale. D'accord? Voilà, voilà. Alors, on arrive au 4. Quelle durée de vie au LHC? Une des particules émises lors des collisions entre les protons est le méson B. Sa durée de vie propre est ΔT0 est égale à 1,5 10-12 secondes. Un détecteur, le vélo, qui s'appelle le Vertex Locator, repère les mésons B produits. 4.1. Dans quel référentiel la durée de vie propre du méson est-elle définie? Alors, elle est définie dans le référentiel lié au méson. Donc la réponse, elle est simple. Donc, dans le référentiel lié aux mésons. Voilà, voilà. 4.2, qu'a-t-on alors? On se place dans le référentiel du laboratoire, supposé galiléen. Le détecteur vélo mesure une distance moyenne de parcours du méson B qui est de 1 cm avant sa disparition. On fait l'hypothèse que le méson B se déplace à une vitesse pratiquement égale à c. Calculer la valeur de la durée de vie ΔT du méson B mesurée dans le référentiel du laboratoire. Montrez alors que l'hypothèse faite est justifiée. Bon, eh bien, dans le laboratoire, ΔT sera égal à D sur C. D'accord? Ce qui fait, eh bien, le centimètre dont on parle, ça fait 10-2 mètres, divisé par 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Ça nous donne un temps de 3,3 10-11 secondes. Voilà. Cette valeur, elle, nous donne un gamma qui sera égal à ΔT sur ΔT0 qui est égal à 22. Et donc, on aura un rapport V sur C que l'on peut écrire comme étant égal à racine de 1 moins 1 sur gamma carré. Hein? Pour voir ça, allez vérifier là le développement que j'ai fait tout à l'heure. Pour donner V en fonction de C. D'accord? Et donc ici, V en fonction de C, V sur C,
en calculant ça, c'est 0,999. Ok? Et l'hypothèse est donc vérifiée. La vitesse du méson se déplace effectivement à une vitesse pratiquement égale à c. Hein, à 3 d'ici, à 1 millième, près. Voilà, voilà. Eh bien, donc ceci termine cet exercice qui était, ma foi, très complet. Il m'a bien plu, j'espère que vous aussi. Et puis, eh ben, ça le termine, hein. On va s'arrêter là pour lui. Et on continue avec le dernier exercice de ce module qui arrive dans quelques instants. Alors, si vous avez besoin de boire un petit coup, arrêtez-vous. Sinon, eh bien, on se voit directement pour le prochain. À tout de suite. Avec cela, parce qu'on ne s'y intéresse pas vraiment ici, mais c'était une série de documents qui nous importait pour, néanmoins, arriver à déterminer la précision des mesures. Donc, allons-y. Précision des mesures, c'est seulement la partie 3 de l'exercice, donc on a lu trop, hein, en fait, de cet exercice de type bac. Vous pouvez aller le revoir si vous voulez, et faire les exercices 1 et 2, parce qu'on a lu ce qu'il fallait, ou grosso modo, pour pouvoir y répondre aussi. 3.1. Justifier par le calcul la phrase suivante. Pour bénéficier d'une précision de 10 mètres dans la direction de propagation du signal électromagnétique envoyé par un satellite GPS, le récepteur GPS doit mesurer la durée de trajet de ce signal avec une précision d'environ 30 nanosecondes. 3.2. Quelle est la durée de parcours du signal électromagnétique? En déduire la précision relative sur la mesure de cette durée. 3.3. Si on ne tenait pas compte des effets relativistes, quel serait le décalage temporaire entre les horloges terrestres et celles du satellite GPS au bout d'une journée? En déduire la durée nécessaire pour que les horloges terrestres et celles du satellite GPS soient significativement désynchronisées, c'est-à-dire pour qu'elles soient décalées de 30 nanosecondes. Voilà, voilà. Bon, ben là, on a toutes les questions qu'il nous faut. Les données étaient donc ici. Si vous avez besoin de vous y référer de nouveau, ben, faites un petit retour en arrière. Et nous allons maintenant y répondre. Enfin, vous allez d'abord y répondre en arrêtant cette vidéo, en prenant votre papier et un crayon, et en vous y mettant. Et puis nous corrigerons ensemble juste après. Allez, à bientôt, courage, c'est le dernier. Allez-y. Voum, voum, voum. Alors, voilà l'exercice 5. Corrigeons-le. Première sous-question. Justifier par le calcul la phrase suivante. Blablabla, blablabla, avec une précision d'environ 30 nanosecondes. Bon. Eh bien, durant 30 nanosecondes, une onde électromagnétique parcourt une distance d, qui est égale à c fois delta t, c'est-à-dire 3 10 exposant 8, fois, alors puisque c'est 30 nanosecondes, ça va faire 30 10 exposant moins 9. Et 3 10 8 fois 30 10 moins 9, ça fait 9 mètres. Voilà. Donc une incertitude de 30 nanosecondes sur le temps correspond à une incertitude sur la distance parcourue par le signal de 9 mètres. Ok? Donc on disait une précision de 10 mètres. Donc on est bien dedans. C'est ok. C'est tout bon. Deuxième sous-question. Quelle est la durée de parcours du signal électromagnétique? En déduire la précision relative sur la mesure de cette durée. Alors, le signal électromagnétique, eh ben, il a parcouru environ 20 000 km. Oui. 20 000 km, c'est l'altitude du satellite. Soit une durée, delta t, qui est égale à d sur c, qui sera égale à, alors vous faites bien les 20 000 km que vous mettez en mètres, d'accord? Ça va faire 20 fois 10 exposant 6 mètres, divisé par 3 fois 10 exposant 8, et vous trouvez ainsi un delta t qui sera égal à 6,7 10-2 secondes. Voilà, voilà. Ce qui fait une précision relative donc de 30 10 exposant 9, pardon, de 30 10 exposant moins 9, divisé par 6,7 10-2, fois 100 si je veux la réponse en pourcentage, ce qui fait donc une précision de 4,5 10-3%. Oui, voilà.
la précision relative sur la mesure de cette durée. C'est 4,3, pardon, ce n'est pas 10 moins 3, c'est 10 moins 5. Petite erreur, mais petite erreur qui est grandiose quand même. Voilà, donc c'est une excellente précision. 3,3. Que nous votons là? Si on ne tenait pas compte des effets relativistes, quel serait le décalage temporel, blablabla, en déduit à la durée nécessaire pour que les horloges terrestres et celles du satellite GPS soient significativement désynchronisées, c'est-à-dire pour qu'elles soient décalées de 30 nanosecondes. Bon. Eh bien, on nous l'a dit, c'est donné dans le texte, le décalage serait de 38 microsecondes. Oui. Un décalage de 30 nanosecondes arriverait donc au bout de, alors il faut faire un simple tableau de proportionnalité, de 1 minute environ. Alors, comment suis-je arrivé à ça? Eh bien, on a en 24 heures, ça équivaut à 1440 minutes. D'accord? Et ce 1440 minutes, ça va faire ce décalage de 38 microsecondes sur une journée. Ce qui veut dire que sur les fameuses 30 nanosecondes, ici, on va faire un rapport entre les deux, et en appliquant ce même rapport-là, d'accord, on va trouver cette fameuse minute. Voilà. Donc faites l'exercice. Si vous divisez ça ici par le nombre, et que vous divisez ça ici par le même nombre, eh bien vous allez trouver 1 minute dans l'histoire. Voilà. Voilà. Et donc ceci termine cet exercice et termine en fait tous les exercices de ce module. Donc le module est fini. Ouais, chouette. Un module d'acquis. Ok, j'espère qu'il vous a bien plu. Moi, ça m'a, comme d'habitude, beaucoup plu de vous le donner. Et donc j'espère qu'on se reverra ensemble pour le prochain, qui sera un petit module de chimie. Allez, au revoir, bonne fin de journée, profitez bien du repos, et à bientôt.